Tout en regardant la télévision avec mon mari, j'ai reçu un SMS, ne dis rien, vérifie juste ton compte bancaire. Le son de la télévision était un bourdonnement lointain, la voix du commentateur sportif se mêlant au battement de mon propre cœur. David, mon mari, était assis juste à côté de moi sur le canapé, complètement inconscient qu'une bombe venait d'exploser dans mon monde. Mon téléphone a vibré et l'écran s'est allumé avec un message provenant d'un numéro inconnu. L'air s'est raréfié dans mes poumons. Je savais avec une certitude glaçante qui me parcourait l'échine que la vie que je pensais sûre et prévisible allait s'effondrer. Et à cet instant, la vengeance est devenue la seule chose qui me maintenait debout. En une fraction de seconde, le morceau de ma nuit s'est brisé en 1000 morceaux. Ce message était le prélude à un drame familial que je n'aurais jamais imaginé vivre. Ce que j'allais découvrir ensuite n'était pas qu'un vol financier. C'était une trahison si profonde qu'elle me ferait remettre en question chaque souvenir, chaque sourire, chaque promesse murmurée. L'humiliation qui a suivi, la réalisation que j'avais été trompé et volé par les personnes en qui j'avais le plus confiance, a allumé un feu froid et implacable à l'intérieur de moi, le feu de la vengeance. Il paierait pour chaque larme, chaque nuit blanche, chaque parfum volé. Je m'appelle Nathalie. J'ai 33 ans. Et ceci est l'histoire d'un des moments les plus sombres de ma vie. Mais avant d'aller plus loin, aimez et abonnez-vous. C'est gratuit et cela m'aide vraiment à continuer à raconter des histoires comme celle-ci. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. La télécommande a glissé de mes genoux et a heurté le tapis, mais je ne l'ai même pas remarqué. Mes yeux étaient rivés sur l'écran, la lumière bleutée projetant une pâle lueur sur mon visage. Le message, court et énigmatique, hurlait dans ma tête. David a ri de quelque chose à la télévision, un son qui m'a retourné l'estomac. Comment pouvait-il être si calme, si insouciant? Alors que mon monde entier basculait, ce contraste m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, un avertissement du gouffre qui s'ouvrait entre nous. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer les tremblements, mais c'était inutile. La curiosité mêlée à une peur paralysante m'a poussé à ouvrir l'application bancaire. Chaque tape sur l'écran ressemblait à un tambour qui battait dans ma poitrine, résonnant dans mes oreilles, identifiant, mot de passe, chargement. Le suspense était insupportable, chaque seconde s'éternisant comme une heure. Puis l'écran s'est chargé. Le solde, un nombre que je connaissais par cœur, construit par des années de travail acharné et de sacrifice, avait presque complètement disparu. Nos économies, le fonds pour les études de nos enfants, Émilie et Josh, le coussin de retraite, tout avait disparu. Une vague de choc m'a frappé de plein fouet, gelant chaque cellule de mon corps. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre, mais la réalité était cruelle et indéniable. C'était du vol, de la trahison, de la cruauté pure et délibérée. Mon esprit s'est emballé, essayant de trouver une explication logique, une erreur de la banque, un pirate informatique. Mais ce message, ne dit rien. Vérifie juste ton compte bancaire, cette phrase résonnait comme un murmure sinistre, pointant vers quelque chose de beaucoup plus proche, de beaucoup plus personnel. J'ai regardé David, qui riait encore du match. Était-il au courant? Était-il impliqué? Rien que d'y penser, ma gorge s'est serrée, une douleur aiguë se propageant dans ma poitrine. J'avais envie de crier, de le confronter, mais les mots ne venaient pas. J'étais en état de choc, paralysé par l'ampleur de la découverte et la certitude croissante que la vengeance était ma seule issue. Pendant que David se levait pour prendre une autre bière, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai déverrouillé mon téléphone. L'historique des transactions était juste là, clair comme une gifle, de multiples virements vers un compte inconnu, toujours des montants impairs, comme s'il essayait de les cacher. Un nom revenait sans cesse, Anaër. Jamais entendu parler d'elle, mais quelque chose me disait que ce n'était pas une étrangère. Je me suis mordu la lèvre et j'ai ravalé mes larmes. Je n'allais pas pleurer, pas dans cette pièce. Il est revenu en riant de quelque chose sur son téléphone, m'a embrassé le front et s'est effondré sur le canapé comme s'il était chez lui. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, non pas par amour, c'était fini depuis longtemps, mais pour mémoriser son visage, l'expression détendue, l'air suffisant. Il n'avait aucune idée de ce que je savais, et j'étais déterminé à ce qu'il en reste ainsi. Pour l'instant, la vengeance la plus puissante ne vient pas des cris, elle vient du silence. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai attendu qu'il ronfle pour tout examiner, son ordinateur, sa tablette, même les tiroirs de son bureau. Chaque clic révélait quelque chose de sale.
Chaque dossier caché ouvrait une nouvelle blessure, des photos de voyage, de dîner, de cadeaux coûteux, aucun d'eux avec moi. Elle était blonde, jeune, le genre de selfie de salle de sport avec des légendes du genre le travail acharné finit par payer. J'avais la nausée, mais j'étais aussi concentré, plus concentré que je ne l'avais été depuis des années. Cela n'allait pas se terminer en larmes, cela se terminerait avec lui détruit. Le lendemain matin, j'ai agi comme si tout était normal, j'ai fait du café, j'ai dit bonjour, j'ai embrassé les enfants et leur ai souhaité une bonne journée à l'école. David est parti en disant qu'il avait une longue réunion. J'ai juste souri et acquiescé, sans réagir. J'ai fait semblant. Faire semblant était devenu ma nouvelle compétence. Dès qu'il est parti, j'ai attrapé l'agenda qu'il avait laissé dans la voiture, et il était là, déjeuner avec H13h, réservé. Mon estomac s'est retourné, mais je l'ai remercié silencieusement. Il me livrait tout sur un plateau, tellement arrogant, tellement négligent, comme quelqu'un qui se croyait intouchable. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à élaborer le plan. Rien de fou, juste douloureux et méticuleux. J'ai commencé à organiser toutes les transactions suspectes, chaque capture d'écran étiquetée avec la date, le montant et la destination. Ensuite, j'ai ouvert une feuille de calcul avec des preuves croisées, des photos, des reçus, des relevés bancaires, tout pointant vers lui et vers Anaher, tout présenté comme un dossier. Je n'avais pas encore d'avocat, mais quand j'en aurais un, il recevrait le matériel pour un massacre. Ce soir-là, David m'a demandé pourquoi j'étais si silencieuse. J'ai souri, juste fatigué. Il m'a jeté un coup d'œil comme s'il soupçonnait quelque chose, mais n'a pas eu le courage de poser la question. Ensuite, il est retourné à son téléphone, cliquant, souriant, supprimant, probablement en train de lui envoyer des SMS, peut-être des photos. Je suis restée assise là, faisant semblant de regarder la télévision, mais je le regardais lui, chaque reflet sur l'écran dans ses yeux, chaque demi-sourire. À chaque gloussement, je me sentais plus préparé, plus sûr de ce qui devait être fait. Quand je suis allé me coucher, il dormait déjà, respiration lourde, corps affalé comme un cochon satisfait. Je suis allé dans le placard, me suis assise par terre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai mis la touche finale au plan. J'y étais presque. Ce ne serait pas une explosion, ce serait un effondrement. D'abord financier, puis social, et enfin émotionnel, le même ordre qu'il avait utilisé pour détruire ma vie. Le lendemain, David m'a pris à part et m'a dit, peut-être devrais-tu y aller mollo sur les glucides. Tes bras deviennent un peu, tu sais. C'était ça. Le déclencheur, le genre de commentaire qui me rappelait à quel point il avait toujours détesté mon corps en silence. Maintenant, avec une femme plus jeune dans le tableau, il se sentait libre de m'humilier. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai souri et j'ai dit, bien sûr, chérie. Je vais y travailler. Mais à l'intérieur, je savais que c'était le point de départ, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Il pensait toujours que j'étais la même femme qu'il tromperait et rabaisserait. Mais la semaine suivante, je me suis présenté à son bureau, sans prévenir. À la réception, tout le monde avait l'air surpris de me voir. J'ai souri naturellement et j'ai dit que je voulais juste déjeuner avec mon mari. Son assistante a essayé de m'arrêter, mais je suis resté ferme. Il voudra me voir, ai-je dit avec la confiance calme de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait. Ils m'ont conduite à la salle de conférence, et là, j'ai vu de mes propres yeux ce que je savais déjà, Anna, la blonde, assise à côté de lui, riant comme des adolescents qui flirtent. David s'est figé quand il m'a vu. Il a essayé de faire bonne figure, mais la tension a frappé instantanément. Elle a redressé son chemisier, croisé les jambes et m'a adressé un sourire forcé. Je suis entré avec élégance, j'ai posé mon sac à main sur la table et je l'ai regardé. Nous avions des plans pour déjeuner, tu te souviens. Il a marmonné quelque chose à propos d'une réunion qui se terminait. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, je me suis assise, j'ai regardé Anna dans les yeux et j'ai demandé, alors, depuis combien de temps travailles-tu ici? La tension était palpable, mais elle a répondu, essayant de rester calme. Et j'ai souri parce que je savais que ce n'était que le début. Pendant les 15 minutes suivantes, j'ai forcé la conversation, j'ai parlé des enfants, du temps, du nouveau restaurant de sushi en ville. David transpirait. La jambe d'Anna tremblait. Et j'ai savouré chaque seconde. Je ne faisais que semer le malaise. Seuls ceux qui ont été humiliés en silence connaissent le plaisir d'inverser les rôles avec élégance.
En sortant, j'ai embrassé mon mari sur la joue et j'ai laissé un mot sur le bureau d'Anna. « Tu vas bientôt apprendre à mieux me connaître, disait-il. » Je suis rentré chez moi le cœur battant, non pas à cause de la nervosité, mais à cause de l'adrénaline. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais vivante, forte, capable. J'ai passé le reste de l'après-midi à organiser le deuxième dossier, cette fois avec des photos prises à l'intérieur de l'entreprise. Rien d'illégal après tout, ils utilisaient les ressources de l'entreprise pour leur petite romance. Et comme j'étais une associée minoritaire, oui, il avait mis mon nom dessus il y a des années, j'avais accès à des documents qui me seraient très utiles. J'ai commencé à programmer des réunions discrètes avec un avocat et un expert comptable de confiance. Pas de bruit, pas de drame. Je ne voulais pas seulement un divorce, je voulais une protection, et je voulais faire saigner chaque parfum qu'il avait caché. Si David pensait qu'il pouvait m'échanger contre une blonde du bureau et garder tout le confort et le respect social, il se trompait lourdement. La vengeance serait méthodique, et elle aurait un goût aussi amer que le poison qu'il m'a fait avaler. Ce soir-là, il est rentré tôt, a apporté des fleurs, m'a dit que j'étais belle, a dit que j'avais l'air plus calme. J'ai souri. Il m'a serré dans ses bras par derrière pendant que je faisais la vaisselle et a chuchoté « Je t'aime comme ça ». Pas de drame, plus légère. C'était ça. C'était toujours comme ça. Il m'aimait silencieuse, moulée, invisible. Mais je ne serai plus jamais invisible. Je suis invisible maintenant seulement comme stratégie. Avant de me coucher, j'ai examiné les registres de l'entreprise et j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux, des voyages d'affaires qui correspondaient aux dates des virements bancaires. C'était une arme juridique et bien plus encore. Parmi les reçus, il y avait une réservation d'hôtel pour eux deux pour le week-end prochain. Ils allaient faire un voyage, et je savais déjà exactement quoi faire de cette information. Cela n'allait pas seulement écorcher son ego, cela allait faire tomber tout le spectacle. Le lendemain matin, j'ai laissé David partir en premier. Dès qu'il a tourné au coin de la rue, j'ai passé mon dernier appel de la journée. Il était temps d'embaucher un détective privé, et pas n'importe qui. J'ai choisi une femme, expérimentée, discrète. J'ai exposé l'affaire. Elle a écouté en silence et a demandé « Vous cherchez la vengeance ou la justice ?» Je n'ai pas hésité. Les deux, et avec suffisamment de preuves pour les détruire. Elle a acquiescé. Vous l'aurez. Le dimanche, alors qu'il s'enregistrait à l'hôtel, j'étais là aussi. Et je n'étais pas seul. Avec moi, il y avait quelqu'un qui allait changer le cours de cette histoire à jamais. Une voiture noire s'est arrêtée discrètement devant l'hôtel, et j'en suis sorti en portant des lunettes de soleil, le cœur glacé. L'enquêtrice était déjà à l'intérieur, postée avec sa caméra dans un café voisin du hall. Je n'étais pas là pour faire une scène, j'étais là pour documenter, observer, collecter. Je suis entré calmement, comme quelqu'un qui avait tous les droits d'être là, et c'était le cas. La suite que David avait réservée était aussi à mon nom. Il ne se souvenait juste pas de ce détail. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, les talons résonnant dans le couloir silencieux. Lorsque j'ai atteint la porte, j'ai hésité une seconde. J'entendais des rires étouffés et des sons qui me retournaient l'estomac. Je n'ai pas ressenti de doute, j'ai ressenti de la rage, mais je ne suis pas entré. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de la porte, montrant clairement le numéro de la chambre. Je l'ai envoyé à l'enquêtrice, qui avait déjà des photos de leur enregistrement et des photos d'eux se tenant la main. Toutes horodatées, des preuves solides, impossibles à nier. Je suis parti inaperçu et je suis allé directement chez l'avocat, j'ai remis les dossiers, les captures d'écran, les photos. Il a tout lu avec de grands yeux et a dit un seul mot, solide. J'avais ce qu'il fallait pour aller de l'avant. Il m'a demandé si je voulais procéder immédiatement ou attendre. Pas encore, ai-je répondu. D'abord, je veux qu'il me remette volontairement tout ce qu'il cache. L'avocat a souri. Il a compris. La vengeance commence par l'illusion du contrôle. Cette semaine-là, je suis redevenu la femme parfaite. J'ai cuisiné, j'ai souri, j'ai dit oui aux soirées en amoureux. David se sentait complètement en contrôle, plus détendu que jamais. Je pense que cette période difficile est enfin terminée, hein, a-t-il dit un soir au dîner. J'ai acquiescé. Il ne réalisait pas que je ne faisais que rassembler les dernières pièces. Chaque mot, chaque faux pas, chaque mensonge, tout serait utilisé contre lui.
Tout faisait partie du scénario de sa chute. Le vendredi, j'ai reçu un email d'Anna par erreur, un reçu pour un colis incroyablement cher à mon nom. Il utilisait ma carte de crédit, mon nom, mon identité. C'était ça. C'était la limite. Je n'avais pas seulement affaire à un tricheur, j'avais affaire à un salaud manipulateur qui m'utilisait comme bouclier tout en me poignardant dans le dos. Je ne pouvais pas laisser cela continuer, et je ne le ferais pas. Le samedi, j'ai simulé un mal de tête et j'ai dit que j'allais me coucher tôt. J'ai attendu qu'ils partent pour retrouver Anna. Une fois que j'ai été sûr qu'ils étaient partis, j'ai ouvert son ordinateur et j'ai ouvert ses fichiers personnels, des feuilles de calcul cachées, des dossiers étiquetés avec de faux noms de clients. Il avait des investissements cachés, avait mis des propriétés au nom d'autres personnes, y compris la nouvelle voiture qu'Anna conduisait. C'était pire que je ne le pensais, c'était criminel. Et maintenant, c'était mon atout-maître. J'ai tout enregistré sur un disque dur externe et je l'ai caché dans un endroit où il ne penserait jamais à chercher. Je me suis tenu au milieu de notre chambre à coucher, fixant le lit qui avait été le nôtre. Cette vie que je pensais sûre, c'était un mensonge. Mais plus maintenant. J'avais les pièces. Maintenant, il s'agissait juste de les placer et d'attendre. La destruction serait lente, précise et publique, exactement ce qu'il méritait, ce qu'elle méritait, et rien de ce qu'il ferait ne pourrait l'arrêter. Le dimanche, quand il est revenu, il a apporté à nouveau des fleurs, m'a appelé ma belle guerrière. J'ai failli rire parce que la guerre était finie et que j'avais déjà gagné. Il ne le savait juste pas encore. Le lundi, pendant qu'il était sous la douche, j'ai laissé une enveloppe sur le lit. À l'intérieur, un message simple, ne mens pas au petit déjeuner. Je sais tout. Le lendemain matin, je me suis assise à la table comme d'habitude, faisant semblant de parcourir les nouvelles pendant que le café infusait. David est entré dans la cuisine en serviette, fredonnant, les cheveux encore dégoulinants. Il a esquissé un sourire paresseux. « Bonjour, chérie. » J'ai juste levé les yeux, sans répondre. L'enveloppe était toujours là où je l'avais laissée, juste sur l'oreiller. Il ne l'avait pas encore vue. Quand il est retourné dans la chambre pour s'habiller, j'ai entendu le bruit du papier qui se dépliait, puis le silence. Un silence lourd comme du béton. Il est revenu pâle, ravalant sa salive, essayant d'agir normalement. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé doucement, « Vas-tu dire quelque chose ou continuer à me mentir comme tu le fais depuis des mois ?» Il s'est assis en face de moi, la tasse tremblant dans ses mains, a essayé d'expliquer, de nier, s'est emmêlé dans ses mots. « Tout cela est un malentendu, Nat. Tu exagères. » J'ai pris une profonde inspiration, je me suis levé et j'ai dit, « Cette fois, tu vas t'asseoir là et écouter. » J'ai ouvert le dossier que j'avais préparé. Un par un, j'ai étalé les preuves, relevés bancaires, photos de l'hôtel, SMS avec Anna, frais de carte de crédit, investissements cachés. À chaque document, son visage est devenu rouge, puis pâle, puis vide. Je pourrais aller directement à la police, ai-je chuchoté avec un sourire froid. Mais non, je veux plus. Je veux que tout ce que tu as pris me soit rendu, et je veux que tu sortes de ma vie. Silencieusement, il a essayé de se ressaisir, a dit que nous pouvions parler, a dit que c'était une erreur, qu'il m'aimait toujours. Je l'ai coupé. Tu ne m'aimes pas. Tu m'utilises. Et pour la première fois depuis toujours, il n'a pas protesté, a juste baissé les yeux. Je savais qu'il essayait encore de trouver une issue, mais il n'y en avait pas. C'était moi qui avais toutes les cartes en main maintenant, et l'homme qui avait toujours pensé avoir le contrôle était à genoux, même s'il ne le savait pas encore. Cette semaine-là, David a dormi dans la chambre d'amis. J'ai essayé de garder les apparences pour les enfants qui pouvaient sentir la tension mais ne connaissaient pas les détails, et je voulais qu'il en reste ainsi. Devant eux, nous avons souri. Mais quand ils allaient se coucher, nous étions des étrangers sous le même toit, l'un menant une guerre silencieuse et l'autre simulant le désespoir, jusqu'à ce qu'un soir ils se tiennent à la porte de ma chambre. Je partirai, mais j'ai besoin de temps, et je veux un accord. Voilà. La partie qu'il pensait encore contrôler, l'argent, les actions, la voiture, la maison, tout était encore à son nom, mais tout était étayé par les preuves maintenant entre mes mains. Je lui ai dit que je parlerais à mon avocat. Le lendemain matin, je lui ai donné le contrat, division équitable des biens, indemnisation, paiement de pension alimentaire rétroactif. Il a ri,
a pensé que c'était exagéré. Tu ne peux pas me faire signer ça. Puis j'ai fait glisser une copie de la feuille de calcul sur le blanchiment d'argent qu'il avait caché au fisc et je l'ai regardé dans les yeux. Oh, je peux, ou préfères-tu que j'envoie ça au procureur? Le lendemain, il a signé. Pas de questions, pas de résistance. J'avais gagné. Mais je n'en avais pas fini parce qu'il y avait encore elle, Anna, la femme qui savait que j'existais, qui souriait sur ses photos en portant sa bague, qui dépensait mon argent. Cela n'allait pas rester impuni, et je savais déjà comment la contacter. 2 jours plus tard, Anna a reçu des fleurs livrées à son bureau. La carte disait, écrite à la main, « Toi aussi, tu paieras pour tout ». Anna a posté le bouquet sur Instagram comme elle le faisait pour tout, mais pas la carte. Cette partie, elle l'a gardée cachée. Elle savait, et la peur avait déjà commencé à s'infiltrer à travers les couches de maquillage et les filtres. Le même jour, j'ai déposé une plainte anonyme auprès du service de conformité de son entreprise. J'ai détaillé le détournement de fonds, la relation avec un supérieur hiérarchique direct et joint des emails, des reçus, des photos. Je n'ai rien eu à inventer. Elle a tout fait avec arrogance et a laissé une trace. 2 jours plus tard, elle a été convoquée à une réunion d'urgence. Elle est sortie les yeux baissés, les lèvres tremblantes. J'étais dehors, assise dans ma voiture, regardant de loin avec la vitre entr'ouverte. Elle ne m'a pas vu, mais j'ai vu le moment exact où elle a réalisé qu'elle avait été démasquée, que son ascension rapide dans l'entreprise n'était pas une promotion, mais un scandale qui attendait d'exploser. Et elle le savait, car les scandales tâchent plus que la trahison ne pourrait jamais le faire. David m'a envoyé un SMS ce soir-là. « Que as-tu fait ?» C'est tout ce qu'il disait. Je l'ai lu et j'ai souri. Il n'avait aucune idée de ce qui allait encore arriver. Les accords de confidentialité ne fonctionnent que lorsque les 2 parties ont quelque chose à perdre. Mais moi, j'avais déjà tout perdu, du temps, mon corps, ma santé mentale, ma dignité. Il s'agissait maintenant de reprendre ce qui était à moi. Et Anna était sur le point de perdre bien plus qu'un simple emploi. La semaine suivante, la plainte a été officiellement acceptée. L'entreprise a lancé une enquête. Ils ont tout confirmé, détournement de fonds, conflit d'intérêts, utilisation abusive des cartes d'entreprise. Anna a été suspendue. David a été mis en congé temporaire. Discrètement, je me suis assuré que la nouvelle se répande dans l'ancien groupe d'anciens élèves de l'entreprise, celui où elle avait l'habitude de se vanter. Anna a essayé de m'appeler. Je l'ai ignorée. Elle m'a envoyé un email en disant qu'elle ne savait rien, qu'elle avait été utilisée elle aussi. J'ai éclaté de rire. Elle pensait qu'elle était une victime. Elle a dépensé l'argent de ma famille, menti, s'est moquée de moi, et maintenant elle voulait de la sympathie. J'ai répondu par une seule phrase, « Tu étais la complice d'une ordure. Maintenant, récolte ce que tu as semé. » Elle n'a pas répondu. Mais 2 jours plus tard, elle a supprimé tous ses comptes de médias sociaux. Et David, il a commencé à supplier. Il s'est présenté à la maison en disant qu'il était en train d'être détruit, que j'étais allé trop loin, que nous pouvions arranger ça sans guerre. C'était la première fois que je le voyais vraiment désespéré, pas à cause de notre mariage, mais à cause de sa réputation. « Tu ne comprends pas ce que cela fait à mon nom », a-t-il dit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne m'a jamais vu comme une personne, seulement comme une propriété. Et maintenant, le trophée brisé arrachait les métaux de son mur. Ce soir-là, j'ai sorti la dernière enveloppe du placard, celle que je gardais depuis des semaines. À l'intérieur, il y avait des photos de lui et d'Anna, à l'intérieur de la voiture de l'entreprise dans un parking public, en train de s'embrasser, de sourire. Avec elle, une note, « Tu m'as utilisé. Maintenant, c'est ton tour d'être exposé. » Et je l'ai posté, non pas par rage, mais par précision. Je l'ai téléchargé sur un forum pour femmes trahies où la portée serait organique et le jugement brutal. Le lendemain, j'ai reçu un message de l'une des femmes de son entreprise. « Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tout le monde en parle. Tu l'as détruit. » J'ai supprimé le numéro et je suis allé me promener. Pour la première fois depuis des années, mes pas étaient légers. Mon corps portait encore des cicatrices, mais elles n'étaient plus une source de honte. Elles étaient à moi. Et contrairement à ce que David a toujours dit, j'étais assez forte pour écraser 2 lâches avec grâce. La semaine suivante,
Anna a reçu une citation à comparaître, et David a reçu une convocation pour rencontrer le conseil d'administration de l'entreprise. La réunion des actionnaires a été le coup de grâce. David est sorti l'air vide, les épaules affaissées, sans le badge qu'il portait autrefois si fièrement. Le conseil d'administration ne voulait pas d'excuses. Il voulait une enquête formelle. L'entreprise devait protéger sa réputation et ses actionnaires. Les avocats internes ont déposé une plainte officielle, remettant tous les enregistrements de détournement de fonds et d'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. David a été licencié pour motif valable et escorté hors du bâtiment par 2 agents de sécurité. Ce soir-là, il s'est présenté à ma porte avec l'air d'un chien battu, a frappé à la porte, a crié mon nom, a supplié pour une conversation. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et pendant une seconde, j'ai ressenti quelque chose d'étrange à l'intérieur de moi, pas de la peur, de l'indifférence. J'ai ouvert la porte calmement et je l'ai laissé parler. Il a commencé par des accusations. Tu as ruiné ma vie. Puis est venu le désespoir. Je suis foutu, Nathalie. C'est alors que le masque est finalement tombé, et qu'il a vomi la vérité qu'il cachait depuis des années. David était en train de se noyer dans des dettes de jeu, cartes au maximum, paris en ligne, factures impayées. Quand son chèque de paie n'a plus pu couvrir ça, il a commencé à voler, d'abord à moi, puis à l'entreprise. Et quand ce n'était toujours pas suffisant, il a commencé à contracter des prêts et à acheminer de l'argent par le biais du nom d'autres personnes. Une partie est allée à Anna pour des voyages, des cadeaux, du luxe. Elle m'a fait oublier mes problèmes, a-t-il dit. C'était ça. Il était en train de couler et de nous entraîner avec lui. Il n'a pas volé par nécessité. Il a volé pour maintenir l'illusion qu'il était toujours quelqu'un à admirer. Il préférait détruire tout ce que nous avions plutôt que d'admettre qu'il avait perdu le contrôle. Il a dit qu'il avait honte d'avoir essayé de réparer ça, mais tout ce qu'il a fait, c'est creuser plus profond. Maintenant, avec les poursuites de l'entreprise et les preuves que j'avais données à mon avocat, l'affaire avait déjà été soumise au bureau du procureur de district. Il savait ce que cela signifiait, des accusations criminelles, le gel des avoirs, une possible peine de prison. Il a supplié, je suis un père. Ne me fais pas ça. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point il se voyait comme la victime. J'ai répondu avec une froideur à laquelle il ne s'attendait pas. Tu es un père ? Alors tu aurais peut-être dû y penser avant de vider le compte bancaire de tes enfants. Et j'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai juste fermé lentement, comme pour terminer un chapitre. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité, et il était laissé seul avec les décombres. La semaine suivante a été un défilé de conséquences. Anna a été licenciée pour faute professionnelle et favoritisme. Les avoirs sous d'autres noms ont commencé à être retracés. Un huissier de justice a frappé à la porte de l'ancienne maison, mais je n'étais pas là. Je vivais déjà temporairement dans un petit appartement loué où personne ne pouvait me déranger. La procédure de divorce avançait. Et avec elle, l'audit qui exposerait tout ce que David avait essayé de cacher. Une ancienne collègue d'Anna m'a envoyé un message. Elle est terrifiée. Dit, tu as tout gâché au point. J'ai juste répondu, elle s'est gâchée elle-même. Ce n'était pas un mensonge. J'ai juste remis la vérité au bon endroit. Après ça, j'ai commencé à marcher tous les matins seul dans le silence. Mon corps portait encore les effets du stress, des années passées à être rejeté, mais chaque pas était le mien. Chaque respiration était la mienne. J'avais survécu. Et maintenant, je reconstruisais selon mes propres conditions. Ce soir-là, j'étais assise dans mon nouveau salon, toujours non meublé, et j'ai écrit une dernière lettre à la main. Ce n'était pas pour lui. C'était pour son père, un homme bien connu respecté par tous ceux qui ont toujours cru que j'avais de la chance d'avoir conquis son fils. Dans l'enveloppe, j'ai placé tous les documents, les preuves, les captures d'écran, les dossiers judiciaires, les déclarations, et une phrase écrite par moi, regardez ce qu'il est devenu et dites-moi si vous êtes toujours fier. 2 jours plus tard, son père s'est présenté au bureau de mon avocat avec un chèque signé et des larmes dans les yeux. Il n'a pas essayé de justifier quoi que ce soit, il s'est juste assis, la tête basse, les yeux rougis par la honte. Je pensais que mon fils traversait une mauvaise passe. Je n'avais aucune idée que c'était à ce point. Sa voix tremblait. Il avait l'air d'un homme vieilli par la culpabilité. Il a dit que David lui demandait de l'argent depuis des années,
toujours avec des excuses différentes, des urgences, des dettes surprises, des opportunités d'investissement. Je n'ai cessé de lui donner de l'argent parce que je pensais que ce n'était qu'une mauvaise phase. Je n'ai jamais imaginé qu'il volait sa propre femme, ses propres enfants. J'écoutais depuis l'autre pièce, silencieuse. C'était dur à entendre, dur de ne pas haïr tous ceux qui sont restés silencieux pendant que j'étais en train d'être déchiré. Je suis entré sans dire un mot. Il s'est levé, mal à l'aise, et a secoué la tête. Si j'avais su ne serait-ce que la moitié de ce que vous avez vécu, Nathalie, la moitié. Il a ravalé sa salive, a sorti un portefeuille usé de sa poche, et m'a tendu une petite enveloppe. Ce n'est pas grand-chose, mais peut-être que ça peut vous aider pour l'instant. Ce n'était pas une grosse somme, mais c'était suffisant pour payer le loyer pendant quelques mois, nourriture, transport, un nouveau départ digne. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit « merci ». Mais ce n'est pas une question d'argent. Il a compris. C'était une question de geste. Pour la première fois, quelqu'un de sa famille m'a regardé dans les yeux comme un être humain, et non comme une extension du Fils parfait. Il n'a pas demandé pardon, mais il n'a défendu personne non plus. Il a simplement dit « vous êtes forte ». Plus forte que je ne méritais d'en être témoin. Mon avocat a tout documenté. L'aide du grand-père n'interférerait pas avec l'affaire ni ne réduirait la responsabilité de David. Les accusations sont restées fermes, étayées par des preuves solides, des témoignages et le soutien officiel de l'entreprise. David devait maintenant faire face à 3 batailles, civiles, du travail et pénales. Il m'envoyait des SMS tous les jours, alternant entre la supplication et la menace, mais je l'avais déjà bloqué. Les gens qui me rejettent ne méritent pas ma réponse. Avec le modeste argent du chèque, j'ai loué un petit appartement dans un quartier calme, 2 lits, une minuscule cuisine, une paix absolue. Les enfants se sont adaptés mieux que je ne l'espérais. Émilie a dit « on dort sans cri ici », et ça m'a déchiré. Je n'avais pas réalisé à quel point ma douleur était devenue l'air qu'il respirait. Maintenant, pour la première fois, il ressentait la paix, et ça n'avait pas de prix. J'ai passé des nuits blanches à organiser des documents, à parler à des avocats, à essayer de redémarrer ma vie avec dignité. Ce n'était pas encore la victoire, mais c'était une respiration. Et chaque jour, je me rappelais que ma vengeance ne consistait pas seulement à le faire payer. Il s'agissait de s'assurer qu'il n'aurait plus jamais le pouvoir de me détruire. Et que les enfants qu'il avait essayé d'utiliser comme bouclier auraient une mère entière, même si j'étais en morceaux. J'étais toujours la leur. Avant de quitter l'ancienne maison, j'ai laissé quelque chose sur le lit, une photo de nous à l'époque où il faisait encore semblant de m'aimer. Au dos, j'ai écrit à l'encre rouge, « Tu as tout détruit ce que tu as touché, et tu vas encore récolter ce que tu as semé. » J'ai fermé la porte à clé et j'ai remis les clés à l'huissier de justice. Je n'ai pas pleuré parce que maintenant chaque pas que je faisais était un pas hors du trou qu'il avait creusé. Et au fond de moi, je savais que le meilleur était encore à venir. La semaine suivante, j'ai reçu un coup de fil inattendu et une invitation qui ferait que sa vérité se répande encore plus loin. C'est arrivé un mardi pluvieux pendant que je classais des documents juridiques. Une journaliste locale voulait parler. Elle a dit qu'elle préparait une série sur les femmes qui ont reconstruit leur vie après une trahison financière et que quelqu'un avait mentionné mon nom. Au début, j'ai hésité. Je n'ai jamais voulu rendre ça public. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a touché. Quand une femme parle, les autres trouvent le courage de sortir du silence. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle appartenait à toutes les femmes qui avaient été trahies, utilisées et jetées. J'ai accepté l'invitation. L'entretien a été fait en privé avec de faux noms, mais les détails étaient trop réels pour être ignorés. Je lui ai dit comment il m'avait volé, comment il avait détruit notre maison, comment il m'avait humilié à propos de mon corps, de mes rides, de mon épuisement, tout en se cachant derrière une maîtresse financée par mon dur labeur. La journaliste a écouté sans interrompre, prenant des notes tout le temps. Quand j'ai eu fini, elle a dit « C'est une histoire qui doit être racontée ». Et j'ai simplement répondu « Alors racontez-la, mais racontez-la bien ». Quelques jours plus tard, l'article est sorti. Elle a survécu à son mari, à la trahison et au vol. Et c'est encore relevé. Aucun nom n'a été mentionné, mais le contenu était sans équivoque. Un seul partage a suffi pour devenir viral, des commentaires, des messages de soutien, des femmes disant qu'elles avaient vécu la même chose. Et bien sûr, les gens qui le connaissaient l'ont vu aussi.
En moins de 24 heures, David est devenu le mari infidèle de l'article. Personne ne le voyait plus comme un cadre performant. Maintenant, il était le salaud de l'histoire. Il a pété les plombs. A envoyé des messages furieux depuis le téléphone de sa sœur. A dit que j'avais ruiné sa vie, que maintenant il ne pouvait même plus se promener en ville sans honte. Je l'ai juste bloqué. La différence entre nous était simple. Il se souciait de sa réputation. Je me souciais de la vérité. Et quand une femme blessée parle avec courage, il n'y a personne pour la faire taire. Ce n'était pas juste de la vengeance. C'était la liberté. C'était la justice. La semaine suivante, il a été licencié du nouveau poste de consultant qu'il avait décroché. Ils ont cité une incompatibilité éthique. L'article les avait atteints, eux aussi. Un coup d'œil à ses médias sociaux, et ils ont fait le lien. Anna, d'un autre côté, a essayé de poursuivre le site qui a publié l'histoire, mais a reculé une fois qu'elle a réalisé que cela signifierait s'exposer encore plus. Ils étaient acculés, non pas par moi, mais par leur propre choix. C'est alors que j'ai réalisé comment le récit avait changé. Avant, j'étais la femme grosse, fatiguée, émotive. Maintenant, j'étais un symbole de force. J'ai reçu des messages d'autres femmes disant « Vous m'avez sauvé ». Et ça, c'était ce qui les blessait le plus, pas le procès, pas l'argent, mais le fait que j'ai survécu, que j'étais plus vivante que jamais, qu'ils m'avaient sous-estimé et qu'ils en payaient le prix chaque jour. Mon avocat m'a dit que les avoirs gelés étaient sur le point d'être vendus aux enchères. Une partie de l'argent me reviendrait légalement. Ce n'était pas tout ce qu'il avait volé, mais c'était suffisant pour sortir de cette location, suffisant pour envisager l'avenir avec sécurité, suffisant pour ne plus jamais dépendre de personne. La justice était en marche. Lentement mais sûrement, dans l'après-midi, les avoirs sont allés aux enchères. J'ai ouvert un site d'immobilier et j'ai réservé ma première visite de ce qui serait ma nouvelle maison. Le procès a eu lieu 6 mois après que j'ai déposé la plainte. Pendant ce temps, j'ai vécu entre les audiences, les dépositions et les nuits blanches. Chaque fois que j'entrais dans cette salle d'audience, je pouvais sentir son regard sur moi, maintenant plus mince, usé, loin de l'homme arrogant qui avait l'habitude de se moquer de mon corps. David ne pouvait rien nier. Les preuves étaient partout, virements, contrats falsifiés, dettes de jeu cachées avec l'argent du compte joint. Le juge a lu chaque pièce à voix haute, et la honte était palpable. Il a essayé de se faire passer pour la victime, a dit qu'il était malade, en crise, plein de regrets. Mais même le procureur n'a pas été ému. Le vol avait été froid, calculé, fait progressivement, et en pleine conscience. Vous avez financièrement détruit votre famille tout en menant une double vie de luxe et de trahison, a dit le juge. Anna ne s'est pas présentée, a disparu de l'affaire, essayant probablement d'effacer son nom de la boue, mais son nom était toujours dans les dossiers, sur les factures, sur les réservations d'hôtels. Le verdict a été lu devant tout le monde, coupable de fraude, de détournement de fonds et d'utilisation abusive des fonds de l'entreprise. David a été condamné à 13 mois de prison, et tous ses biens personnels ont été liquidés pour couvrir une partie des dommages. Son expression au moment de la lecture de la sentence était un mélange d'incrédulité et de désespoir. Il m'a regardé en silence comme s'il s'attendait encore à ce que j'intervienne, mais tout ce que j'ai fait, c'est me lever de ma chaise et sortir la tête haute. À l'extérieur du palais de justice, mon avocat m'a serré dans ses bras et m'a dit « C'est fini maintenant ». Mais je savais que ce n'était pas le cas, parce qu'après la justice vient la reconstruction, et cette partie est solitaire. Je suis retourné au petit appartement avec mes enfants, et pour la première fois, nous avons dormi en paix. David ne pouvait plus me menacer, me vider, me toucher. La loi avait parlé, et il devait enfin écouter. Avec l'argent récupéré du procès, une partie des investissements cachés, une partie du remboursement ordonné par le tribunal, je pouvais enfin respirer. Ce n'était pas la liberté totale parce que j'avais encore perdu beaucoup, mais c'était la dignité, et c'était à moi. Le grand-père des enfants est resté présent, aidant comme il le pouvait. Il a toujours dit « Vous êtes la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée ». Et finalement, j'ai commencé à y croire aussi. Un peu plus d'1 an après toute cette douleur, j'ai trouvé une maison modeste dans un quartier calme. Rien d'extraordinaire, mais la lumière du soleil inondait le salon, et il y avait de la place pour un nouveau départ. Je suis entré avec une nouvelle clé à la main et mes enfants à mes côtés. Pas de larmes, pas de peur,
juste la certitude que cet endroit était le mien, gagné par l'effort, la douleur et le courage. Et personne ne me le prendrait plus jamais. Sur le mur du salon, j'ai accroché un cadre avec la citation qui m'a porté à travers tout ça, ils ont essayé de m'enterrer, mais ils ne savaient pas que j'étais une graine. Et quand David est sorti de prison, personne ne l'attendait, ni maîtresse, ni ami, ni famille, seulement le silence. Le même silence qu'il exigeait autrefois de moi. Un matin, je me suis assise sur le sol nu de mon nouveau salon, ressentant pour la première fois le poids de la liberté et de la solitude. J'ai fermé les yeux une seconde, prête à expirer en paix. Mais ensuite, mon téléphone a vibré, et quand j'ai vu le nom sur l'écran, mon sang s'est glacé. C'était David. Il était sorti, et il ne voulait pas seulement parler. Ce qu'il m'a dit le lendemain a failli détruire tout ce qu'il m'avait fallu un an pour reconstruire. Il a envoyé le message à 22h13, « J'ai besoin de te voir. » C'est grave. Je l'ai supprimé sans répondre. Mais le lendemain, il a continué à insister. C'est à propos de l'affaire. Tu dois savoir. Je ne voulais pas entendre sa voix, encore moins voir son visage. Mais quelque chose dans ce message m'a mise mal à l'aise. L'instinct ou peut-être la prudence m'a amené à lui demander de m'envoyer un email à la place, en copiant mon avocat. La réponse est venue sans copie, sans filtre, tu t'es mêlé de choses dont tu n'aurais pas dû. Je ne vais pas assumer tout ça tout seul. Et à cet instant, j'ai compris. Il n'avait rien appris. Ce n'était pas du remords. C'était une menace. David voulait me blâmer pour ses propres actions, comme il l'avait toujours fait. A affirmé qu'il n'avait volé à l'entreprise que parce qu'il était désespéré après nos disputes, que nos problèmes conjugaux l'avaient poussé à jouer, que je lui mettais trop de pression. J'ai tout lu sans sourciller. L'homme qui a détruit notre vie se voyait toujours comme la victime. Et maintenant, sorti de prison, il voulait entraîner quelqu'un d'autre avec lui. L'après-midi suivant, mon avocat m'a appelé. Le procureur avait reçu un rapport anonyme m'accusant d'être au courant du détournement de fonds à l'avance. C'était faible, sans fondement, clairement un acte de représailles. Mais c'était suffisant pour rouvrir le cauchemar. Je devais faire une autre déclaration, rassembler les preuves à nouveau, revisiter toute la douleur dont j'essayais de guérir. La blessure s'est rouverte parce qu'il ne pouvait pas supporter de perdre ou d'être coupable. La différence maintenant, c'est que j'étais plus forte, et que je n'étais plus seule. La journaliste qui a publié mon histoire m'a contacté à nouveau. Elle a dit qu'elle voulait rendre compte des conséquences pour montrer que l'agresseur essayait toujours de manipuler le système même après avoir été condamné. Mais j'ai dit non, ce n'était pas encore le moment. Une dernière page devait encore être écrite, et elle ne serait pas écrite dans un titre. Elle serait écrite devant lui avec des témoins. J'ai demandé une audience formelle pour une rétractation publique, non pas pour débattre du passé, mais pour prouver qu'il ne pouvait plus me faire taire. Quand je suis entré dans la salle et que j'ai vu David debout là, dans un costume mal ajusté et avec des yeux ternes, j'ai réalisé qu'il avait rétréci, pas physiquement, mais en tant qu'homme, en tant que menace. Il m'a regardé avec haine, puis avec pitié, a essayé de sourire. Je n'ai même pas scié. Calmement, j'ai remis au juge tous les nouveaux documents et j'ai dit une seule phrase, il ne supporte pas d'être battu par une femme, mais il l'a été, et il le sera encore. Le bureau du procureur a formellement rejeté la fausse accusation. Mais je suis allé plus loin. J'ai demandé une ordonnance de protection, interdisant tout contact futur, toute tentative d'intimidation et même toute mention indirecte sur les médias sociaux. Chaque détail a été inclus dans le dépôt. Il a essayé de s'y opposer, a dit que j'exagérais, et c'est alors que le juge l'a coupé froidement. Vous avez déjà fait assez de dégâts. Apprenez à accepter le silence du tribunal. C'était la première fois qu'il blessait une femme sans pouvoir répondre. En quittant la salle d'audience, il m'a suivi des yeux jusqu'à ce que j'atteigne la porte. Il n'a pas dit un mot, il est juste resté là les mains vides. Il ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'il me verrait. Je pouvais encore goûter la douleur, mais je pouvais enfin goûter la victoire aussi. Ça n'avait pas été facile. Ça n'avait pas été propre, mais ça avait été complet. Et maintenant, pour la première fois, je pouvais avancer sans regarder en arrière. Et quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai trouvé une lettre qui traînait sur le sol de mon salon. La lettre était pliée en 4, glissée discrètement sous la porte. Pas d'adresse de retour.
Le papier était épais de cette odeur de moisi de quelque chose d'oublié depuis longtemps. Dès que j'ai lu la première ligne, j'ai su que c'était de David. L'écriture était familière, presque automatique après tant d'années passées à voir ces gribouillis désordonnés sur des notes autour de la maison. Mais le ton était différent, froid, creux, comme quelqu'un qui écrit non pas par remords, mais par finalité. Je ne veux plus me battre. J'ai déjà perdu. C'est juste pour que ce soit clair. C'est fini. Il a dit qu'il partait, n'a pas dit où ni avec qui, juste qu'il ne pouvait plus supporter les poursuites, les escaliers, les portes qui claquent à sa figure. Tu as gagné. Et puis est venue la partie qui m'a le plus stupéfié. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les enfants. Occupe-toi d'eux puisque tu es si parfaite. Ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a même pas rendu triste. C'était juste le cachet final sur quelque chose que je savais déjà. Il n'a jamais été capable d'aimer personne d'autre que lui-même. J'ai gardé la lettre sans la relire, pas par douleur, mais parce qu'elle ne méritait pas d'être relue. C'était l'épitaphe de quelqu'un qui a creusé sa propre tombe et qui voulait que je laisse des fleurs. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas réagi. David a disparu. Plus de nouvelles, plus de messages, plus de tentatives. La justice l'avait rattrapé, et le monde l'avait oublié. Et moi, j'ai continué en silence, lentement, mais pour la première fois, sans un poids sur le dos. Les mois ont passé. La vie a trouvé un nouveau rythme. La nouvelle maison se sentait déjà comme chez moi. Mes journées avaient une routine, mais aussi de la place pour respirer. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai repris d'anciens projets, j'ai reconstruit ce qu'il avait essayé d'effacer en moi. Et un jour, sans le vouloir, j'ai rencontré quelqu'un. Rien de dramatique, juste un client à l'atelier de céramique où j'ai commencé à travailler comme passe-temps. Gentil, calme, l'opposé de David. Et avec le temps, il est devenu une présence, puis un compagnon, puis l'amour. Il ne m'a jamais posé de questions sur le passé. Il m'a juste regardé comme si le présent était suffisant. Et avec lui, il l'était. Nos journées étaient simples, café, conversation, silence confortable. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pression. Il aimait ma force, pas ma lutte. Et c'était nouveau pour moi. Un amour sans drame, sans peur, sans avoir à me rapetisser. Un amour qui voyait tout de moi, même les morceaux fissurés. Un soir ordinaire, alors que nous faisions la vaisselle ensemble, il a dit, « Tu brilles même quand tu ne le veux pas. » Et j'ai souri parce que peut-être qu'il ne le savait pas, mais j'avais passé des années estompées. Et maintenant, pour la première fois, quelqu'un voyait la lumière et ne s'enfuyait pas. À la fin, David a disparu de la carte. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui. Anna a disparu aussi. Et honnêtement, ça n'avait pas d'importance. Il n'était qu'une partie de la douleur qui m'a poussé vers la renaissance. Aujourd'hui, ma maison est remplie de rire, de l'odeur du gâteau dans le four, de pas doux, et de murs qui contiennent une sorte de silence paisible, le genre qui ne m'a jamais blessé, qui m'a embrassé, qui m'a aidé à me reconstruire. Si cette histoire vous a tenu en haleine du début à la fin, laissez un commentaire avec votre partie préférée. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Ça m'aide à continuer à partager des histoires tous les jours.